Pendant la fête, la fille du millionnaire est enfermée dans la voiture par la nouvelle épouse. Alors que tout le monde fait la fête, la petite fille est oubliée dans la chaleur. C'est la domestique qui se rend compte du danger, et ce qu'elle fait surprend tout le monde. Mais ce qui suit révèle une vérité que personne dans ce manoir ne voulait affronter. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Le bruit du verre brisé résonna dans le parking souterrain du Grand Hôtel de Lyon. Mathilde Bonnet, femme de 45 ans, aux mains ensanglantées, venait de fracasser la vitre d'une Audi noire pour en extraire une petite fille de 5 ans. La chaleur de juillet avait transformé l'habitacle en fournaise. Le visage de la petite Léa était rouge vif, ses lèvres craquelées, son corps inerte après des heures enfermé dans cette chaleur suffocante. À quelques mètres de là, au 3e étage de l'hôtel, la fête battait son plein. François Leroy, propriétaire d'une entreprise prospère du bâtiment, célébrait ses 6 mois de mariage avec Camille Mercier, influenceuse beauté aux milliers d'abonnés. Champagne, petits fours, selfies et rires. Personne n'avait remarqué l'absence de la petite fille. Personne sauf Mathilde, la nounou, qui avait cherché Léa partout avant de la découvrir dans ce cauchemar de métal et de verre. Un médecin. « Vite !» cria Mathilde en traversant le hall luxueux de l'hôtel, la petite dans ses bras. Les invités se figèrent. La musique s'arrêta. François se précipita vers sa fille, le visage déformé par la panique. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Mon Dieu, Léa !» Camille, sublime dans sa robe ivoire, s'approcha avec une expression d'inquiétude parfaitement calibrée pour les regards qui se tournèrent vers elle. « J'avais laissé la climatisation allumée, » murmura-t-elle. « Elle a dû s'éteindre toute seule. » Des murmures compatissants s'élevèrent parmi les invités. Un accident. Une simple négligence. Certains entourèrent Camille, lui assurant que cela aurait pu arriver à n'importe qui. Mathilde serra les dents. Ce n'était pas un accident. Elle le savait. À l'hôpital, les médecins diagnostiquèrent une déshydratation sévère. Quelques heures de plus et... Le médecin laissa sa phrase en suspens, mais Mathilde comprit. Elle attendit que François sorte de la chambre pour l'aborder dans le couloir. « Monsieur Leroy, ce n'était pas un accident. » François fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Camille a délibérément laissé Léa dans cette voiture. Elle savait ce qu'elle faisait. Le visage de François se durcit. « Vous dépassez les limites, Mathilde. Ma femme adore Léa. Elle est bouleversée par ce qui est arrivé. Bouleversée que je l'aie trouvée à temps. Oui, Mathilde sentit sa voix trembler. Ce n'est pas la première fois. Les bleus sur ses bras, ses cauchemars, ses régressions. Vous ne voyez rien. » François se passa une main sur le visage. Fatigué, irrité, aveuglé. Ça suffit. Je crois que votre attachement à Léa vous fait perdre la raison. Mon attachement à Léa l'a maintenue en vie aujourd'hui. Le silence qui suivit fut glacial. François sortit son portefeuille et en tira une enveloppe. Votre dernier salaire plus 3 mois d'indemnité. Vos services ne sont plus requis. Mathilde sentit le sol se dérober sous ses pieds. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est déjà fait. Je vous demande de quitter la chambre maintenant. Laissez-moi au moins lui dire au revoir. Il vaut mieux couper les ponts nettement. Pour elle comme pour vous. Mathilde voulut protester, mais 2 agents de sécurité apparurent à l'entrée du couloir. François les avait appelés, prévenus, comme si elle représentait un danger. Elle prit l'enveloppe, les mains tremblantes. Elle est en danger avec cette femme, François. Un jour vous vous en rendrez compte. Sortez. Mathilde quitta l'hôpital, les yeux brûlants de larmes retenues. Dans le taxi qui la ramenait vers son petit appartement, elle revoyait les images des derniers mois. L'arrivée de Camille dans la vie de François, à peine 1 an après le décès de sa femme. Le charme calculé de cette femme devant les caméras et son dédain glacial dès qu'elle se coupait. Les premiers signes de détresse chez Léa, ses réveils en pleurs, son retour à l'énurésie nocturne, sa façon de marcher sur la pointe des pieds pour faire moins de bruit. Elle avait tout signalé à François. En vain. De retour chez elle, Mathilde s'effondra sur son canapé. Pendant 4 ans, elle avait tout donné à cette petite fille. Quand François, veuf et pleuré, l'avait engagée, Léa n'était qu'un bébé de quelques mois. C'est elle qui l'avait bercée pendant les nuits d'insomnie, qui avait chanté pour elle, applaudi ses premiers pas. C'est elle que Léa appelait Tati, avec ce mélange d'amour et de confiance absolue qu'ont les enfants. Et maintenant, elle ne pouvait même pas lui dire au revoir. Son téléphone vibra. Un message de Sophie, l'une des serveuses de la réception. « Camille raconte à tout le monde que tu as craqué, que tu as toujours été jalouse d'elle. François parle de déposer une ordonnance restrictive. » Mathilde ferma les yeux. « Bien sûr.
La parole d'une nounou contre celle d'une influenceuse adulée par des centaines de milliers de personnes. Qui la croirait? Ce soir-là, elle ne dormit pas. Elle fixait le plafond, revoyant le visage brûlant de Léa, entendant encore le bruit du verre qui se brise. Elle aurait dû comprendre plus tôt, intervenir plus tôt, sauver Léa avant que... Non, elle refusait cette pensée. Il n'était pas trop tard. À l'aube, Mathilde avait pris sa décision. Si François ne voyait pas le danger, elle devrait ouvrir ses yeux. Si la justice ne pouvait pas aider Léa sans preuve, elle en trouverait, quoi qu'il lui en coûte. Elle ne savait pas encore comment, mais elle était certaine d'une chose. Elle n'abandonnerait pas cet enfant. Jamais. Dans l'ombre de son appartement, Mathilde commença à élaborer un plan. La route serait longue, mais elle connaissait la vérité. Et la vérité, même enfouie, finit toujours par éclater au grand jour. Les semaines qui suivirent furent les plus difficiles que Mathilde ait jamais connues. Sans référence, François avait veillé à ce qu'elle n'en ait pas. Elle ne trouvait que des emplois précaires. Femme de ménage dans un hôtel miteux du quartier de la Guillotière, serveuse dans un café bondé, garde d'enfants occasionnels pour des familles qui la payaient à peine. Ses économies fondaient comme neige au soleil. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était l'absence de Léa. Chaque fois qu'elle croisait une petite fille aux cheveux blonds sur un trottoir, son cœur se serrait. Chaque fois qu'elle entendait un rire d'enfant, elle se retournait, espérant voir ce visage qui avait illuminé sa vie pendant 4 ans. Un mois après son renvoi, Mathilde céda à la tentation. Elle ouvrit Instagram et chercha le compte de Camille. Des millions d'abonnés, un fil impeccablement curé, robe de créateur, dîner gastronomique, voyage de luxe, et là, parmi les selfies soigneusement filtrés, quelques photos de Léa. La petite fille posait avec un sourire figé à côté de sa nouvelle maman. Hashtag famille recomposée, hashtag bonheur absolu. Mais Mathilde connaissait ce regard. Léa n'était pas heureuse. Ses yeux, autrefois pétillants, semblaient éteints. Elle se tenait trop droite, trop sage, comme si elle avait peur de prendre trop de place. Ce soir-là, Mathilde prit une décision. Elle devait revoir Léa, s'assurer qu'elle allait bien. Elle savait que les Leroy vivaient dans une propriété du 6e arrondissement, près du parc de la Tête d'Or. Un quartier luxueux où elle détonnait avec ses vêtements usés et son sac élimé. Pendant 3 jours, elle surveilla discrètement les alentours de la maison. Le 4e jour, elle aperçut enfin François qui partait au travail, puis, 1 heure plus tard, Camille qui sortait seule, lunettes de soleil sur le nez, téléphone à la main. Mais pas de Léa. Elle doit être à l'école, murmura Mathilde. Mais quelque chose n'allait pas. C'étaient les vacances d'été. Le lendemain, elle revint. Cette fois, elle vit une femme inconnue sortir avec Léa. Une nouvelle nounou, probablement. La petite fille marchait tête baissée, sa main crispée dans celle de la femme. Mathilde dut se retenir de courir vers elle. La semaine suivante, elle apprit par les réseaux sociaux que François partait en voyage d'affaires à Dubaï. Une opportunité. Elle prit son courage à 2 mains et s'approcha de la propriété. La haute grille en fer forgé l'intimidait, mais elle sonna tout de même. Une femme d'une 60aine d'années, petite et menue, lui ouvrit. Ce n'était pas la nounou qu'elle avait aperçue. « Bonjour, je cherche Madame Leroy, mentit Mathilde. Madame est à son cours de yoga. Elle ne reviendra pas avant midi. » Mathilde hésita, puis tenta le tout pour le tout. « Je suis Mathilde, l'ancienne nounou de Léa. J'ai oublié un livre chez eux, un livre auquel je tiens beaucoup. » La femme la regarda avec méfiance. « Madame ne m'a pas parlé de vous. C'est normal. Nous nous sommes quittés en... » Mauvais terme. Mathilde sentit sa gorge se nouer. « Je voulais juste récupérer mon livre. Et peut-être... » voir Léa une dernière fois. Quelque chose passa dans le regard de la femme. De la compassion peut-être, ou de la compréhension. « Je suis Elisabeth Moreau, la gouvernante, » dit-elle finalement. « Je ne peux pas vous laisser entrer, mais... » Elle hésita. « Revenez demain. Madame part pour une séance photo à 10 heures. » Le cœur de Mathilde s'emballa. « Merci. Merci infiniment. » Le lendemain, à 10h15 précise, Mathilde était devant la grille. Elisabeth l'attendait et la fit entrer discrètement par l'entrée de service. « Vous avez 10 minutes, chuchota-t-elle. La nouvelle nounou est en congé aujourd'hui. La petite est dans sa chambre. » Mathilde gravit l'escalier, le cœur battant. La porte de la chambre de Léa était entr'ouverte. Elle frappa doucement. « Léa, c'est moi, Tati Mathilde. » Un silence, puis un bruit de pas précipité. La porte s'ouvrit en grand, et Léa se jeta dans ses bras avec un cri étouffé. « Tati, tu es revenue !»
Mathilde la serra contre elle, respirant son parfum de shampoing à la fraise, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Tu m'as tellement manqué. »« Ma puce !» Léa s'accrochait à elle comme si elle craignait qu'elle ne disparaisse. « Pourquoi tu es partie? Tu avais promis de toujours rester avec moi. » Le cœur de Mathilde se brisa. « Je n'ai pas voulu partir, ma chérie. Ton papa a pensé que c'était mieux ainsi. C'est Camille qui lui a dit de te renvoyer. » Je l'ai entendu. Mathilde se figea. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Elle a dit à papa que tu étais méchante avec elle quand il n'était pas là. Mais c'est pas vrai. C'est elle qui est méchante. Mathilde s'agenouilla pour être à la hauteur de la petite fille. « Méchante comment, Léa ?» Léa baissa les yeux. Elle me pince quand je fais du bruit. Elle dit que les enfants moches et bêtes comme moi devraient être envoyés très loin. Mathilde dut se contrôler pour ne pas laisser éclater sa colère. « Est-ce qu'elle t'a fait d'autres choses, Léa ?» La petite fille hocha la tête, les yeux pleins de larmes. « Elle m'a poussé dans les escaliers une fois. Elle a dit à papa que j'étais tombée toute seule. » Mathilde sentit une vague de nausée l'envahir. « Et ton papa, qu'est-ce qu'il dit? » « Il travaille tout le temps. Et quand il est là, Camille est gentille avec moi. Elle me fait des câlins devant lui et me donne des bonbons. Mais dès qu'il part, sa voix se brisa. Mathilde prit les petites mains de Léa dans les siennes. « Écoute-moi bien, ma puce, je vais trouver un moyen de t'aider. Je te le promets. Mais en attendant, tu dois être forte. Si Camille te fait du mal, essaie de le dire à ton papa. Et si tu as très peur, parle à Elisabeth, d'accord ?» Léa hocha la tête, mais son regard restait hanté. « Et si personne ne me croit? Je te croirai toujours, moi. Et je reviendrai te voir dès que possible. » Des pas résonnèrent dans le couloir. Elisabeth apparut à la porte, l'air affolé. Elle est rentrée plus tôt. « Vite, par l'escalier de service. » Mathilde embrassa Léa sur le front. « Je reviendrai. Sois courageuse. » Elle suivit Elisabeth dans un étroit escalier qui menait à la cuisine, puis à une porte dérobée donnant sur l'arrière de la propriété. Juste avant de partir, elle se tourna vers la gouvernante. « Madame Moreau, je suis inquiète pour Léa. Très inquiète. » Elisabeth acquiesça gravement. « Moi aussi. Cette femme, elle n'est pas ce qu'elle semble être. Pourriez-vous garder un œil sur Léa et me contacter s'il se passe quelque chose ?» Elisabeth hésita, puis nota le numéro de téléphone de Mathilde sur un bout de papier. « Je risque ma place. »« Mais cette petite, elle me rappelle ma propre fille au même âge. » De retour dans son appartement minuscule, Mathilde contempla les photos qu'elle avait prises en secret du compte Instagram de Camille. Il y avait quelque chose qui la dérangeait, au-delà de l'évidente mise en scène du bonheur familial. Quelque chose dans le passé de cette femme ne collait pas. Elle commença à fouiller plus profondément. Avant de devenir Camille Mercier, l'influenceuse au sourire parfait, qui était-elle vraiment? Les révélations d'Elisabeth Moreau ouvrirent une porte dans l'enquête de Mathilde. La gouvernante, discrète mais observatrice, lui fournissait régulièrement des informations sur ce qui se passait dans la maison des Leroy. Des messages brefs, envoyés pendant ses courtes pauses ou tard le soir. « Léa n'a pas mangé aujourd'hui, C dit qu'elle fait un caprice. Dispute ce matin, C a jeté un vase contre le mur. F part pour Marseille, 3 jours d'absence. » Mathilde notait tout, constituant méticuleusement un dossier sur le comportement de Camille. Mais ce n'était pas suffisant. Elle avait besoin de preuves tangibles. Un matin d'août, alors que la chaleur estivale écrasait Lyon, Mathilde reçut un message qui lui glaça le sang. C a enfermé elle dans le placard pendant 2 heures pour avoir renversé du jus sur sa robe. Quand je l'ai fait sortir, elle tremblait. F ne rentre que demain. Cette nuit-là, Mathilde ne dormit pas. Au petit matin, elle prit une décision qui pourrait lui coûter cher. Elle allait surveiller la maison. Documenter, filmer si nécessaire. Elle se rendit dans une boutique d'électronique et acheta un appareil photo avec zoom puissant. Une dépense considérable qui entama sérieusement ses maigres économies. Mais Léa valait tous les sacrifices. Pendant 2 semaines, dès qu'elle n'était pas au travail, Mathilde se postait dans le parc en face de la propriété des Leroy. De là, elle pouvait observer la terrasse et une partie du jardin. Elle prenait des photos, notait les heures d'entrée et de sortie, les visiteurs. Un jour, alors qu'elle changeait de position pour éviter d'attirer l'attention, une voix la fit sursauter. « Vous surveillez la maison des Leroy ?» Mathilde se retourna brusquement. Une femme âgée, cheveux blancs coupés courts et yeux d'un bleu perçant, la regardait avec curiosité. Elle promenait un petit chien qui tirait sur sa laisse. « Non,
Ne vous inquiétez pas, je ne vous jugerai pas. La femme s'assit sur le banc à côté d'elle. Je m'appelle Geneviève Dupont. J'habite la maison voisine depuis 40 ans. Mathilde hésita puis décida de jouer carte sur table. Je suis Mathilde Bonnet. J'étais la nounou de Léa Leroy. La petite fille aux yeux tristes, murmura Geneviève. Je la vois parfois dans le jardin. Toujours seule. Vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel chez les Leroy? Geneviève caressa pensivement son chien. Des cris, souvent quand monsieur n'est pas là. Et la petite qui pleure. Les murs sont épais mais le son porte dans le jardin. Le cœur de Mathilde s'accéléra. Madame Dupont, je crois que Léa est en danger. Sa belle-mère la maltraite. Je m'en doutais. Geneviève regarda Mathilde droit dans les yeux. Ma chambre donne directement sur leur jardin. J'ai vu cette femme secouer violemment la petite il y a 3 jours. J'ai failli appeler la police. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Que dirais-je? Que j'ai vu une mère gronder sa fille. Il ne se déplacerait même pas. Et puis, elle hésita, cette femme a de l'influence. Son mari aussi. Des gens comme moi ne font pas le poids contre des gens comme eux. Mathilde sentit l'espoir renaître. Et si nous unissions nos forces? Vous pourriez être mes yeux quand je ne suis pas là. Que cherchez-vous exactement? Des preuves. Quelque chose de suffisamment grave pour que François ouvre les yeux. Pour que les autorités interviennent. Geneviève réfléchit un moment. Ma terrasse offre une vue parfaite sur leur piscine et leur jardin. Et j'ai un appareil photo bien meilleur que le vôtre. Mon défunt mari était photographe. Ainsi commença leur collaboration. Geneviève photographiait, enregistrait, notait. Mathilde continuait son enquête sur le passé de Camille. Ce qu'elle découvrit la stupéfia. Avant de devenir Camille Mercier, l'influenceuse s'appelait Caroline Martin. Elle avait changé de nom 5 ans auparavant, effaçant soigneusement toute trace de son ancienne identité. Mais Internet n'oublie jamais complètement. Sur un vieux forum de discussion, Mathilde trouva des témoignages troublants d'une certaine Caro qui aurait harcelé une collègue jusqu'à la pousser à quitter son emploi. Sur un autre site, des photos d'une jeune Caroline avec un homme d'âge mûr visiblement fortuné. L'homme était décédé subitement, laissant à Caroline un héritage conséquent. Rien d'illégal n'avait été prouvé, mais les soupçons demeuraient. Mais la découverte la plus révélatrice vint d'une ancienne amie de Caroline, contactée par Mathilde sous un prétexte fallacieux. Caroline, une sociopathe charmante, avait-elle déclaré, capable de vous faire croire qu'elle vous adore tout en planifiant votre chute. Elle a toujours voulu la vie des autres, leur argent, leur statut, leur bonheur, et elle est prête à tout pour l'obtenir. Pendant ce temps, Geneviève avait réussi à capturer quelques images troublantes. Camille tirant brutalement Léa par le bras, la petite fille mangeant seule dans le jardin, pendant que sa belle-mère déjeunait à l'intérieur avec des amis, Léa en pleurs après que Camille lui ait confisqué sa poupée préférée. Des preuves de négligence, de dureté, mais rien qui puisse être qualifié d'abus flagrant. Jusqu'au jour où Elisabeth envoya un message alarmant « Urgence ». C a appris que elle a parlé de ses punitions à son institutrice. Elle est furieuse. Mathilde se précipita chez Geneviève. Ensemble, elles braquèrent l'objectif vers la maison. Ce qu'elles virent les glaça d'effroi. Sur la terrasse, Camille hurlait sur Léa, son visage déformé par la rage. Elle secouait la petite fille si violemment que sa tête ballottait d'avant en arrière. Puis, dans un accès de fureur, elle poussa l'enfant contre la balustrade. Geneviève photographiait frénétiquement, les mains tremblantes. Mon Dieu, elle va la blesser gravement. Mathilde était déjà au téléphone. Police? Je veux signaler une maltraitance sur enfant en cours, au 15 rue des Magnolias. Mais avant que la police n'arrive, Elisabeth apparut sur la terrasse. La gouvernante s'interposa courageusement entre Camille et Léa, permettant à la petite fille de s'enfuir à l'intérieur. Camille se tourna alors vers Elisabeth, l'invectivant avec la même violence. Quand la gouvernante refusa de céder, Camille la gifla violemment. Ce fut la dernière image que Geneviève put capturer avant que les 2 femmes ne disparaissent à l'intérieur. 20 minutes plus tard, une voiture de police se gara devant la maison. Mathilde observa, le cœur battant, les agents sonner à la porte. Camille apparut parfaitement. Composée dans une robe d'été élégante, le visage lisse de toute émotion. Elle sourit aux policiers, les invita à entrer. 15 minutes plus tard, il ressortait en la saluant poliment. Aucune suite ne serait donnée. « Comment est-ce possible ?» s'indigna Mathilde. « Nous avons des photos !»« Nous n'avons pas eu le temps de les montrer », répondit Geneviève, abattue. «
Et même si nous l'avions fait, regardez-les. On voit une dispute, certes violente, mais rien qui prouve un danger immédiat. C'était vrai. Les images étaient troublantes, mais insuffisantes pour une intervention d'urgence. Et Mathilde savait qu'une enquête approfondie prendrait des semaines, voire des mois, un délai que Léa ne pouvait pas se permettre. Ce soir-là, son téléphone sonna. C'était Elisabeth en larmes. Elle m'a renvoyé. « J'ai 1 heure pour faire mes valises. »« Elisabeth, je suis désolé. C'est ma faute. »« Non, j'aurais dû intervenir plus tôt. » Un silence. « Écoutez, il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelque chose que j'ai entendu Camille dire au téléphone. » Mathilde s'assit lentement. « Je vous écoute. » Elle parlait à quelqu'un d'un internat en Suisse. Elle disait que Léa y serait bien mieux, loin de tout, qu'il était temps de s'en débarrasser. La pièce sembla tourner autour de Mathilde. « Quand ?» Elle a mentionné la rentrée de septembre. « C'est dans 3 semaines. » 3 semaines. Le compte à rebours venait de commencer. « Une dernière chose, » ajouta Elisabeth. « J'ai surpris une conversation entre Camille et son médecin. Elle essaye désespérément d'avoir un enfant, avec François. Sans succès. Et apparemment, le problème vient d'elle. Je crois que ça la rend folle de voir François aimer sa fille, alors qu'elle ne pourra jamais lui en donner une. » Cette révélation éclaira tout d'un jour nouveau. La jalousie de Camille n'était pas seulement dirigée contre l'amour de François pour sa fille, mais contre l'existence même de cet enfant, preuve vivante de sa propre incapacité. Mathilde raccrocha, l'esprit en ébullition. Elle devait agir vite, très vite. Le renvoi d'Elisabeth compliquait considérablement la situation. Sans allié à l'intérieur de la maison, Mathilde perdait son accès direct à Léa. Et le temps pressait. Si Camille parvenait à convaincre François d'envoyer la petite fille en internat, il deviendrait presque impossible de la protéger. « Il nous faut un plan plus solide », déclara Geneviève lors de leur réunion d'urgence dans son salon démodé mais confortable. « Des photos et des témoignages ne suffiront pas. » Mathilde acquiesça sombrement. « J'ai contacté les services sociaux. Ils m'ont écouté poliment, mais sans François pour appuyer ma plainte. » Elle laissa sa phrase en suspens. « Quant à aller voir directement la police avec nos preuves actuelles, ce serait ma parole contre celle d'une célébrité des réseaux sociaux. Et je suis une ex-employée renvoyée. Facile de me faire passer pour une femme amère cherchant à se venger. Ce qu'il nous faudrait, c'est un enregistrement, suggéra Geneviève. Quelque chose qui capture non seulement ses actions, mais aussi ses paroles. L'idée était bonne, mais difficile à mettre en œuvre. Comment placer un dispositif d'enregistrement dans une maison où elle n'avait plus d'accès? La solution vint d'une source inattendue. 2 jours plus tard, Mathilde reçut un appel d'un numéro inconnu. « Mademoiselle Bonnet, c'est Martine, la nouvelle gouvernante des Leroy. » Mathilde se figea. « Comment avez-vous eu mon numéro ?»« Elisabeth me l'a donné avant de partir. Elle m'a tout raconté. La petite Léa, Madame Leroy, votre enquête. Je veux vous aider. » Méfiante, Mathilde hésita. « Pourquoi feriez-vous ça? Vous risquez votre emploi. »« J'ai 62 ans, mademoiselle. J'ai élevé 3 enfants seuls après le départ de mon mari. Je reconnais la souffrance d'un enfant quand je la vois. » Un silence. « Et je ne supporte pas les injustices. » Cette rencontre providentielle donna un nouveau souffle à leur plan. Martine accepta de placer de petits enregistreurs dans les pièces où Camille passait le plus de temps avec Léa. Geneviève fournit les appareils, des dispositifs discrets mais puissants, que son mari utilisait pour ses reportages d'animaliers. Les premiers enregistrements confirmèrent leurs craintes. La voix doucereuse de Camille en public se transformait en sifflement venimeux dès qu'elle se retrouvait seule avec Léa. « Tu n'es qu'un fardeau, tu le sais ça? Ton père serait tellement plus heureux sans toi. Si tu parles encore une fois de cette stupide nounou, je te jure que tu ne reverras jamais ton père. Tu sais ce qui arrive aux petites filles qui ne sont pas sages? Elles disparaissent. Personne ne les cherche, personne ne s'en soucie. » Chaque enregistrement était plus glaçant que le précédent, mais toujours pas assez accablant pour garantir une intervention. Les menaces restaient suffisamment vagues pour être niées ou réinterprétées. Puis vint le jour où François partit pour un voyage d'affaires à New York. 1 semaine d'absence, une éternité pour Léa. Le 2e jour, Martine appela Mathilde en panique. Elle l'a enfermée dans sa chambre sans dîner. La petite pleure depuis des heures. Le 3e jour, elle lui a coupé une mèche de cheveux parce qu'elle a renversé du jus sur le tapis. La petite est terrifiée. Le 4e jour, silence radio. Inquiète, Mathilde tenta de joindre Martine toute la journée. En vain. Ce n'est qu'à 23 heures que son téléphone sonna enfin.
Elle m'a renvoyé, annonça Martine d'une voix brisée. Elle a trouvé un des enregistreurs. Elle était comme folle. Mathilde sentit la panique l'envahir. Et Léa, enfermée dans sa chambre. Camille a jeté toutes ses poupées. Elle dit qu'elle ne mérite pas de jouets. J'appelle la police. Non, s'écria Martine. Elle les a déjà amadoués une fois. Elle dira que c'est une simple punition éducative et ils la croiront. Et ensuite, qui protégera Léa? Mathilde savait qu'elle avait raison. Sans preuve irréfutable, toute intervention officielle risquait d'empirer la situation. J'ai laissé les autres enregistreurs en place, ajouta Martine. Et j'ai pris ceci avant de partir. Elle envoya une photo à Mathilde, une page du journal intime de Camille, où elle évoquait son dégoût pour cette gamine pleurnicheuse et son projet de l'envoyer le plus loin possible, dès que François signera les papiers. « Vous avez volé son journal ?» J'ai pris une photo. Le journal est toujours là. C'était risqué mais précieux. Mathilde ajouta cette preuve à son dossier grandissant. Le lendemain, Geneviève l'appela en urgence. « Venez vite, quelque chose se passe. » De la terrasse de Geneviève, elles virent Camille traîner Léa jusqu'à la piscine. La petite fille se débattait, visiblement terrifiée. « Elle a peur de l'eau, » murmura Mathilde. « Elle a failli se noyer quand elle avait 3 ans. » Camille força Léa à s'approcher du bord. Elle lui parlait, le visage déformé par la colère, mais elles étaient trop loin pour entendre. Soudain, elle poussa la petite fille dans l'eau. Mathilde étouffa un cri. Geneviève photographiait frénétiquement. Léa se débattait, paniquée. Camille la regardait, impassible. Puis, après d'interminables secondes, elle se pencha et la tira hors de l'eau par le bras, si brutalement que la petite gémit de douleur. Camille se pencha vers elle, lui murmurant quelque chose à l'oreille. Le visage de Léa se décomposa en une expression de terreur pure. « C'est une torture psychologique », murmura Geneviève, horrifiée. « Elle terrorise délibérément cet enfant. » À cet instant, le téléphone de Mathilde vibra. Un message de Martine, « F rentre demain. C prépare une fête surprise pour leur réconciliation. Nombreux invités. » Une idée germa dans l'esprit de Mathilde. Une opportunité. Risquée, mais peut-être leur seule chance. « Geneviève, êtes-vous prête à jouer un rôle plus actif dans cette affaire ?» La vieille dame la regarda, ses yeux bleus brillants de détermination. « Dites-moi ce que je dois faire. » Le plan était audacieux. Geneviève, respectable propriétaire et voisine de longue date, se présenterait à la fête comme une invitée apportant un cadeau de réconciliation. Une fois à l'intérieur, elle créerait une diversion permettant à Mathilde de récupérer les enregistreurs restants et, si possible, de parler à Léa. « Et si Camille me reconnaît ?» s'inquiéta Mathilde. « Elle ne vous a vu qu'une fois, brièvement, à l'hôpital, et vous serez déguisé. » Le jour J, Mathilde se transforma. Perruque rousse, lunettes à monture épaisse, tailleur élégant emprunté à Geneviève. Elle se ferait passer pour l'assistante d'un traiteur. Geneviève, quant à elle, jouait parfaitement son rôle de voisine bienveillante. Élégante dans sa robe bleu marine, elle se présenta à la porte avec un paquet soigneusement emballé. « Pour célébrer votre réconciliation, » dit-elle à Camille avec un sourire chaleureux. François est un voisin si charmant depuis toutes ces années. Camille, trop occupée à impressionner ses invités, l'accueillit sans méfiance. La fête battait son plein dans le jardin. Une trentaine de personnes, amis, collègues, quelques célébrités des réseaux sociaux venues se montrer. François semblait fatigué mais soulagé d'être rentré. Il cherchait régulièrement Léa du regard, s'assurant qu'elle était bien là, dans sa jolie robe rose, souriant timidement aux invités qui la complimentaient. Mathilde, entrée par l'arrière avec l'équipe du traiteur, se faufilait discrètement entre les groupes, récupérant les enregistreurs cachés. Son cœur battait à tout rompre, mais personne ne semblait la remarquer. Jusqu'à ce qu'une petite voix la fige sur place. « Tati Mathilde !» Elle se retourna lentement. Léa la regardait, les yeux écarquillés. « Chut, ma puce !» murmura Mathilde en s'agenouillant. « C'est notre secret, d'accord ?» Léa hocha la tête, puis se jeta dans ses bras. « Je savais que tu reviendrais. »« Je serai toujours là pour toi, Léa, toujours. » Mathilde lui caressa les cheveux, notant au passage un bleu sur son bras. « Je vais t'aider, ma chérie, bientôt. »« Quand ?»« Très bientôt. Mais maintenant, tu dois retourner à la fête avant que quelqu'un ne remarque ton absence. » Léa s'éloigna à contre-cœur, lui jetant un dernier regard avant de rejoindre les invités. La rencontre furtive avec Léa avait bouleversé Mathilde. La voir si fragile, si désespérément heureuse de la retrouver, avait renforcé sa détermination. Mais elle avait aussi accru son angoisse.
Ce bleu sur le bras de la petite fille n'était pas le fruit d'une chute. C'était la marque d'une main adulte. Le temps pressait. Chaque jour passé dans cette maison était un jour de trop pour Léa. Les enregistreurs récupérés pendant la fête livrèrent leurs sombres secrets. Des heures de conversation captées dans le salon, la cuisine, la chambre de Léa. La plupart étaient banales. Discussions téléphoniques de Camille avec ses amis, instructions données aux domestiques. Mais certains passages glaçaient le sang. Camille, seule avec Léa dans la salle de bain. « Tu crois que ton père t'aime ? Il t'aime par obligation. Si tu n'étais pas là, nous serions tellement plus heureux, lui et moi. » Camille, au téléphone avec une amie. « Cette gamine est insupportable. Heureusement, j'ai presque convaincu François pour l'internat. Plus que quelques jours à tenir. » Et le plus inquiétant, Camille parlant à Léa après l'incident de la piscine, « La prochaine fois, je pourrais te laisser un peu plus longtemps sous l'eau. Juste assez pour que tu comprennes qui commande ici. Et si tu en parles à ton père, je dirai que tu as glissé. Qui crois-tu qu'il croira? Toi ou moi ?» Mathilde et Geneviève écoutaient ces enregistrements dans un silence horrifié. C'était de la torture psychologique délibérée, méthodique. « Il nous faut plus, dit finalement Geneviève. Ces enregistrements prouvent sa cruauté verbale, mais un bon avocat pourrait les minimiser comme des moments d'exaspération d'une belle-mère dépassée. Qu'est-ce qu'il nous faudrait, selon vous? La preuve d'un danger physique immédiat. Quelque chose qui ne laisse aucun doute sur le fait que cette femme représente une menace directe pour la sécurité de Léa. » Mathilde ferma les yeux. « Vous suggérez d'attendre qu'elle blesse gravement Léa? Bien sûr que non. Mais nous devons capturer un moment où l'intention de nuire est évidente, pas seulement suggérée. » Elles établirent un planning de surveillance plus serré. Mathilde prit un congé à son travail, prétextant une urgence familiale. Geneviève mobilisa sa petite fille, étudiante en droit, pour les conseiller sur les aspects légaux. « Le problème, expliqua Emma, la petite fille de Geneviève, c'est que vous n'avez pas obtenu ces enregistrements légalement. Ils pourraient être rejetés par un tribunal. »« Alors que faire ?» demanda Mathilde désespérée. « Il faut que François porte plainte lui-même. C'est le père, son témoignage aura du poids. Mais il est aveuglé par Camille. » Emma réfléchit un moment. « Peut-être pas complètement. Vous avez dit qu'il cherchait régulièrement sa fille du regard pendant la fête, qu'il semblait inquiet pour elle. Il y a peut-être une faille dans cette façade. » Cette observation donna une nouvelle direction à leur stratégie. Au lieu de chercher à convaincre les autorités, peut-être devait-elle d'abord ouvrir les yeux de François. Un incident imprévu leur offrit cette opportunité. 3 jours après la fête, alors que Mathilde surveillait la maison, elle vit François sortir précipitamment, Léa dans les bras. La petite fille semblait inconsciente. Il la mit dans sa voiture et démarra en trombe. Mathilde les suivit jusqu'à l'hôpital. Dans la salle d'attente des urgences, elle observa François effondré sur une chaise, le visage ravagé par l'inquiétude. Camille n'était pas avec lui. Rassemblant son courage, Mathilde s'approcha. « Monsieur le roi ?» Il leva les yeux, confus. Puis la reconnaissance traversa son visage. « Mathilde, que faites-vous ici ?»« J'étais dans le quartier. » Elle s'assit à côté de lui. « Que s'est-il passé ?» François passa une main tremblante sur son visage. Léa a fait une réaction allergique, violente. Elle avait du mal à respirer. « Une allergie? À quoi ?»« Aux fraises. Mais c'est impossible, elle n'en a jamais eu avant. Et je ne comprends pas pourquoi il y avait des fraises dans son goûter. Camille sait qu'elle n'aime pas ça. » Mathilde garda un visage neutre, mais son esprit tournait à plein régime. « Où est Camille ?» Elle avait un rendez-vous important, une collaboration avec une marque de cosmétiques. Il eut un rire amer. Apparemment, ça ne pouvait pas attendre. Un médecin apparut appelant François. Il se leva d'un bond. « Je dois y aller. »« François, dit Mathilde doucement. Quand Léa ira mieux, nous devons parler. C'est important. » Il hésita, puis acquiesça. « Demain, 4 heures, à mon bureau. » C'était une ouverture, enfin. Mathilde passa la nuit à préparer son dossier, sélectionnant soigneusement les preuves les plus accablantes. Les photos de l'incident de la piscine, les enregistrements les plus explicites, la copie du journal intime. Elle y ajouta une chronologie détaillée de tous les incidents dont elle avait eu connaissance. Le lendemain, à 14 heures précises, elle se présenta à l'imposant siège de Leroy Construction. L'assistante de François la conduisit à son bureau avec une politesse froide. François l'attendait, l'air épuisé mais composé. « Mathilde, je vous écoute. » Pendant près d'1 heure, elle lui présenta méthodiquement les preuves qu'elle avait accumulées. « Les photos !»
les enregistrements, les témoignages. François écoutait en silence, son visage passant de l'incrédulité à l'horreur, puis à quelque chose de plus complexe, un mélange de culpabilité et de colère. « Pourquoi ne m'avez-vous pas montré tout cela plus tôt ?» demanda-t-il finalement, la voix rauque. « J'ai essayé. Vous ne vouliez pas m'écouter. Vous m'avez renvoyé quand j'ai tenté de vous alerter. » Il ferma les yeux. « C'est vrai, je n'ai pas voulu voir. Et maintenant ? Maintenant, je vais régler cette situation. » Il se leva, le visage durci par une détermination nouvelle. « Je vous remercie, Mathilde. Vous pouvez partir l'esprit tranquille. » Mais Mathilde ne bougea pas. « Que comptez-vous faire exactement ? Confronter Camille, divorcer, protéger ma fille. Et si elle nie tout, si elle retourne la situation contre vous ?» François eut un mouvement d'impatience. « C'est ma femme, Mathilde. Je saurais gérer cela. Comme vous avez su voir ce qui se passait sous votre propre toit, la question était dure mais nécessaire. François, Camille est manipulatrice. Elle a trompé tout le monde, vos amis, la police, même vous. Ne sous-estimez pas sa capacité à se défendre. » Il hésita, semblant pour la première fois douter de sa capacité à maîtriser la situation. « Que suggérez-vous ? Ne la confrontez pas directement. »« Pas encore. Contactez d'abord un avocat. Sécurisez la garde de Léa. Rassemblez vos propres preuves. Et surtout, ne la laissez plus seule avec Léa sous aucun prétexte. » François acquiesça lentement. « Vous avez raison. Je vais appeler mon avocat immédiatement. » Et il hésita. « Léa vous réclame, vous savez. Elle demande sa tati Mathilde tous les jours. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Mathilde. « Je peux la voir. Venez dîner ce soir. Camille a une soirée de lancement. Nous serons tranquilles. » Ces retrouvailles avec Léa furent émouvantes. La petite fille se jeta dans les bras de Mathilde avec un cri de joie pure. Pendant que François préparait le dîner, elles s'installèrent dans la chambre de Léa, renouant leur complicité comme si ces mois de séparation n'avaient jamais existé. Léa parla sans retenue, racontant à Mathilde tout ce que Camille lui avait fait. Les pincements discrets, les menaces murmurées, les punitions arbitraires, et cette terrifiante séance près de la piscine où Camille l'avait maintenue sous l'eau pour lui apprendre à être sage. François, qui écoutait depuis le couloir, entra dans la chambre, le visage défait. Il s'agenouilla devant sa fille. « Léa, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» La petite baissa les yeux. Elle a dit que si je te le disais, tu ne me croirais pas, que tu l'aimais plus que moi. François la serra contre lui, les larmes aux yeux. « Jamais, tu m'entends. Jamais je ne laisserai quelqu'un te faire du mal à nouveau. » Plus tard, quand Léa fut couchée, François et Mathilde discutèrent de la suite. Il avait contacté son avocat, qui lui avait conseillé de documenter la situation avant d'agir. Idéalement, il faudrait que Camille admette ses actes d'une façon ou d'une autre. « Je vais installer des caméras dans la maison », décida François. « Des caméras qu'elle ne connaît pas. Et en attendant d'avoir ses preuves, je ne la laisserai plus seule avec Léa. Je vais prendre un congé et... » Il hésita. « J'aimerais que vous reveniez, Mathilde. Pas comme employée, comme amie de la famille, pour l'instant. Léa a besoin de vous. » Mathilde accepta sans hésiter. Pour Léa, elle était prête à tout. Le plan semblait solide. François installerait les caméras. Mathilde viendrait chaque jour, veillant sur Léa pendant que François travaillait, mais en sa présence à elle, jamais seule avec Camille. Ils accumulèrent les preuves, méthodiquement, jusqu'à avoir un dossier inattaquable. Mais ils avaient sous-estimé Camille. Le lendemain soir, alors que Mathilde rentrait chez elle, son téléphone sonna. C'était Geneviève, la voix tremblante. Elle sait. Camille sait que nous la surveillons. Comment? Je l'ai vue examiner sa terrasse avec une lampe torche. Elle cherchait quelque chose. Puis elle a regardé droit vers ma fenêtre et Mathilde, elle a souri. Ce sourire, Geneviève frissonna. Elle sait? Cette nuit-là, Mathilde dormit à peine. Si Camille avait découvert leur surveillance, que ferait-elle ensuite? Se vengerait-elle sur Léa? S'en prendrait-elle à Geneviève? La réponse vint au petit matin sous la forme d'un appel frénétique de Geneviève. Elle est entrée chez moi. Pendant la nuit. Elle est entrée chez moi. Pendant la nuit. Mathilde se redressa brusquement dans son lit. « Vous êtes sûre ?»« Absolument certaine. » La voix de Geneviève tremblait. « Mon salon est sans dessus-dessous. Des tiroirs ouverts, des papiers éparpillés, et mon appareil photo a disparu. » L'appareil avec les photos de l'incident de la piscine. Oui, mais elle n'a pas tout pris. Un soupir de soulagement. J'avais déjà transféré les fichiers sur une clé USB. Elle est cachée dans ma boîte à thé. Avez-vous appelé la police? Pas encore. J'ai d'abord voulu vous prévenir.
J'arrive tout de suite. 20 minutes plus tard, Mathilde se tenait dans le salon ravagé de Geneviève. La vieille dame n'avait pas exagéré. L'endroit avait été fouillé méthodiquement. Des cadres photos renversés, un vase brisé, des tiroirs vidés sur le sol. Regardez. Geneviève lui montra la porte-fenêtre donnant sur le jardin. La serrure avait été forcée habilement, sans casser la vitre. Un travail de professionnel. Ou de quelqu'un qui a l'habitude de s'introduire chez les autres, murmura Mathilde, repensant aux indices qu'elle avait trouvés sur le passé trouble de Camille. Geneviève sortit la clé USB de sa cachette. Voici les photos et les vidéos. Mais ce n'est pas tout. Elle conduisit Mathilde jusqu'à un petit écran d'ordinateur installé dans sa cuisine. J'ai fait installer des caméras de sécurité après le cambriolage de mon voisin l'an dernier. Regardez. La vidéo de surveillance montrait clairement une silhouette féminine s'introduisant dans la maison à 3h17 du matin. Malgré la capuche qui dissimulait son visage, la démarche élégante et la silhouette élancée étaient indubitablement celles de Camille. On la voyait fouiller méthodiquement le salon, s'emparer de l'appareil photo, puis vérifier son contenu. Son visage brièvement éclairé par l'écran révélait une expression de panique. Puis, entendant un bruit, elle s'était figée avant de s'enfuir précipitamment. « Nous la tenons », souffla Mathilde. « Effraction, vol, tentative de destruction de preuves. C'est un délit pénal. Qu'allons-nous faire ?» Appeler la police, bien sûr, mais d'abord... Mathilde sortit son téléphone et composa le numéro de François. Il décrocha à la 3e sonnerie, la voix ensommeillée. « François, c'est Mathilde. Où est Camille en ce moment ?»« Dans la salle de bain, je crois. Elle se prépare pour un shooting. » « Pourquoi ?» Écoutez-moi attentivement. Camille s'est introduite chez Madame Dupont cette nuit. Elle a volé des preuves de maltraitance contre Léa. Nous avons tout sur vidéo. Un long silence. « Vous êtes sûr ?»« Absolument certaine. »« François, il faut agir maintenant, avant qu'elle ne se rende compte que nous avons ces vidéos. »« D'accord. » Sa voix était devenue froide, résolue. « Que suggérez-vous ?»« Emmenez Léa chez moi. Dites à Camille que vous l'emmenez au parc, n'importe quoi. Ensuite, rejoignez-nous chez Madame Dupont. Nous appellerons la police ensemble. » 1 heure plus tard, ils étaient tous réunis dans la cuisine de Geneviève. Léa, encore en pyjama, semblait confuse mais rassurée par la présence de son père et de Mathilde. François, quant à lui, était livide après avoir visionné la vidéo de surveillance. « Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» murmura-t-il, se passant une main tremblante dans les cheveux. « Tout ce temps. »« Elle est très douée pour manipuler les gens, » dit doucement Mathilde. « Vous n'êtes pas le premier à tomber dans son piège. » L'inspecteur de police qui arriva peu après était un homme d'une 50aine d'années au regard pénétrant. Il examina les preuves avec une attention méticuleuse. La vidéo de l'effraction, les photos de l'incident de la piscine, les enregistrements audio des menaces, les témoignages concordants de Mathilde, Geneviève et Martine. « C'est un dossier solide, conclut-il finalement. Effraction, vol, destruction de preuves, sans parler de la maltraitance sur mineurs. Nous allons l'interpeller immédiatement. » François semblait à la fois soulagé et dévasté. « Je veux porter plainte. Pour Léa. Pour tout ce qu'elle lui a fait subir. » L'inspecteur acquiesça. « Vous faites le bon choix, monsieur Leroy, mais je dois vous prévenir, ce ne sera pas facile. Madame Leroy est une personnalité publique. L'affaire risque d'attirer beaucoup d'attention médiatique. Je m'en fiche. Ma fille passe avant tout. » Alors que l'inspecteur s'apprêtait à partir, Mathilde eut une pensée soudaine. « Attendez. Est-ce que Camille saura que c'est nous qui avons fourni ces preuves? Elle le devinera probablement. Mais ne vous inquiétez pas, nous assurerons votre protection si nécessaire. » Cette précaution s'avéra judicieuse. 2 heures plus tard, alors qu'ils attendaient des nouvelles de la police, le téléphone de François sonna. C'était Camille, furieuse. « Comment as-tu osé ?» hurla-t-elle, si fort que tout le monde pouvait l'entendre. « Me dénoncer à la police? Moi, ta femme? C'est fini, Camille. » répondit François d'une voix ferme. « J'ai vu les preuves. Ce que tu as fait à Léa, ce que tu as fait à Madame Dupont, tu as besoin d'aide. De l'aide. » Son rire était glacial. « C'est cette fouineuse de nounou qui a besoin d'aide. Et cette vieille folle qui m'espionnait. Elles vont regretter de s'être mêlées de mes affaires. Ne les menace pas. Ça ne fera qu'aggraver ton cas. Mon cas. » Un autre rire, plus hystérique. « Tu crois vraiment que je vais me laisser faire? J'ai des amis, François. Des amis influents. Et j'ai des followers, des millions de personnes qui croiront ma version des faits, pas la tienne. » « Quelle version, Camille? Celle où tu terrorises une enfant de 5 ans.
Celle où tu t'introduis chez une vieille dame pour voler des preuves. Les vidéos ne mentent pas. Un silence. Puis, d'une voix étrangement calme, « Tu le regretteras, François. Vous le regretterez tous. » Elle raccrocha. François regarda son téléphone secoué. « Elle est dangereuse, murmura-t-il. Plus que je ne l'imaginais. » Mathilde posa une main réconfortante sur son bras. « La police va l'arrêter. C'est fini. » Mais ce n'était pas tout à fait fini. Dans les heures qui suivirent, Camille déclencha une tempête médiatique. Sur son compte Instagram, elle publia une vidéo larmoyante où elle se présentait comme la victime d'un complot orchestré par l'ex-nounou obsédé et le mari manipulé. Elle accusait Mathilde d'avoir inventé ces accusations par jalousie, François d'être un père négligent qui rejetait ses responsabilités, et Geneviève d'être une voisine intrusive aux tendances voyeuristes. Ces millions d'abonnés réagirent immédiatement, inondant les réseaux sociaux de messages de soutien et d'attaques contre François et Mathilde. Des journalistes commencèrent à camper devant la maison de Geneviève, puis devant l'appartement de Mathilde, quand son adresse fut divulguée par un fan zélé de Camille. « C'est un cauchemar », gémit François, regardant les notifications s'accumuler sur son téléphone. Des insultes, des menaces, des appels de clients inquiets pour la réputation de son entreprise. « Elle essaie de nous déstabiliser », dit Mathilde fermement. « Ne la laissons pas faire. » Mais la situation s'aggrava encore quand Philippe, le frère cadet de François, fit son apparition. Avocat ambitieux aux relations haut placées, Philippe n'avait jamais été proche de son frère ni de sa nièce. Mais soudain, il se présentait comme le défenseur de l'honneur familial. « François, c'est une catastrophe médiatique », déclara-t-il en faisant les 100 pas dans le salon de Geneviève. « Les actions de ton entreprise chutent. Tes clients annulent leurs contrats. Et il faut arrêter l'hémorragie. » « Et comment suggères-tu que je fasse ça ?» demanda François, épuisé. « Retire ta plainte. Dis que tout ça n'était qu'un malentendu, que tu traversais une période difficile et que tu as mal interprété la situation. » « Jamais. Camille a maltraité Léa. Elle mérite d'être punie. » Philippe se pinça l'arête du nez. « Écoute, je comprends ton inquiétude pour Léa, mais il y a d'autres façons de la protéger. Par exemple... » Il hésita, puis poursuivit d'un ton qu'il voulait raisonnable. Je pourrais demander la garde temporaire de Léa, le temps que cette tempête médiatique se calme. Que vous régliez vos différends avec Camille de façon plus discrète. François le regarda incrédule. Tu veux que je te confie ma fille? Toi qui ne l'as jamais appelée pour son anniversaire, qui ne sait même pas quelle classe elle fréquente. Justement, je suis neutre dans cette histoire. Les médias me laisseront tranquille. Léa pourra avoir une vie normale, loin de tout ce cirque. Mathilde, qui écoutait silencieusement, intervint. « Ou peut-être voulez-vous simplement profiter de cette situation pour vous mettre en avant, monsieur le roi. Une garde d'enfants très médiatisée, ça fait toujours bien sur un CV d'avocat en quête de notoriété. » Philippe lui jeta un regard glacial. « Je ne crois pas vous avoir demandé votre avis, mademoiselle. »« Bonnette, Mathilde Bonnette, la personne qui a sauvé votre nièce pendant que vous étiez trop occupé pour remarquer qu'elle souffrait. » Le ton montait quand l'inspecteur de police les appela avec une nouvelle qui les laissa tous sans voix. Camille avait disparu. Malgré la surveillance mise en place, elle avait réussi à quitter son domicile sans être repérée. Un mandat d'arrêt avait été émis, mais pour l'instant, elle restait introuvable. Cette disparition les plongea dans une nouvelle dimension d'inquiétude. Que préparait Camille? Allait-elle tenter de se venger, de s'en prendre à Léa? La police renforça la surveillance autour de la maison de Geneviève, où ils s'étaient tous réfugiés. François ne quittait plus Léa d'une semelle. Mathilde, quant à elle, restait sur ses gardes, sursautant au moindre bruit. Le soir du 3e jour après la disparition de Camille, alors que Léa dormait enfin après des heures de cauchemar, François rejoignit Mathilde sur la terrasse de Geneviève. « Je suis désolé, dit-il doucement, pour tout ça, pour ne pas t'avoir écouté plus tôt. » Mathilde secoua la tête. « Tu n'as pas à t'excuser, tu l'aimais. Elle t'a manipulé, comme elle a manipulé tout le monde. Pas toi. Tu as vu clair en elle dès le début. J'avais un avantage. Je voyais comment elle se comportait avec Léa quand tu n'étais pas là. » Un silence s'installa entre eux, confortable malgré les circonstances. Puis François murmura « Tu sais ce qui me fait le plus mal? C'est que Léa avait peur de me parler. Peur que je ne la croie pas. Les enfants sont très sensibles aux dynamiques familiales. Elle sentait combien tu étais investi dans cette relation avec Camille.
Aveuglé, tu veux dire. Il soupira. J'étais tellement désespéré de reconstruire une famille pour Léa après la perte de sa mère. Je voulais lui donner une nouvelle maman, une famille stable. J'ai fini par mettre en danger la chose même que je voulais protéger. Mathilde posa sa main sur la sienne. Tu as fait une erreur, mais tu l'as reconnue et tu essaies de la réparer. C'est ce qui compte. Il la regarda longuement, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. Léa t'aime tellement, tu sais. Ces derniers mois, elle n'arrêtait pas de parler de toi. Tati Mathilde ci, Tati Mathilde ça. Ça rendait Camille folle de jalousie. Je l'aime aussi, comme ma propre fille. François serra sa main. Quand tout ça sera fini, j'aimerais que tu reviennes. Pas comme employé, comme, je ne sais pas encore, mais Léa a besoin de toi. Et moi aussi, je crois. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une émotion nouvelle, encore indéfinissable mais profonde. Puis le téléphone de François sonna, brisant ce moment fragile. C'était l'inspecteur. « Nous l'avons trouvé », annonça-t-il sans préambule. « Camille Leroy. Elle a été interpellée alors qu'elle tentait de prendre un vol pour Dubaï. » L'arrestation de Camille à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry marqua un tournant dans cette éprouvante saga. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. L'influenceuse aux millions d'abonnés, interpellée alors qu'elle tentait de fuir le pays avec 3 valises de luxe et près de 50 000 € en liquide. Elle avait tout prévu, expliqua l'inspecteur Moreau lors de leur réunion au commissariat. Faux passeport, itinéraire complexe passant par plusieurs pays sans traité d'extradition avec la France. Ce n'était pas une fuite improvisée. François, assis entre Mathilde et Geneviève, semblait sonner. Comment a-t-elle pu organiser tout ça si rapidement? Justement, c'est là que ça devient intéressant. L'inspecteur ouvrit un dossier devant lui. Nous avons mené des recherches approfondies sur le passé de votre épouse. Camille Mercier n'est pas son vrai nom. Un silence stupéfait accueillit cette révélation. Son véritable nom est Caroline Martin. Elle a changé d'identité il y a 5 ans, après avoir été impliquée dans une affaire de fraude à l'assurance dans le sud de la France. Rien de suffisamment grave pour aboutir à une condamnation, mais assez pour entacher sa réputation naissante d'influenceuse. « Caroline Martin », murmura François. « Elle ne m'a jamais parlé de ça. » Ce n'est pas tout. L'inspecteur tourna une page de son dossier. Avant de vous rencontrer, elle a eu une relation avec un homme d'affaires fortuné de Marseille, Henri Blanchet, un homme de 30 ans, son aîné, qui est décédé subitement d'une crise cardiaque. « Vous pensez qu'elle est responsable ?» demanda Mathilde, horrifiée. « Nous n'avons aucune preuve d'un acte criminel », précisa l'inspecteur. « Mais disons que les circonstances étaient troublantes. Blanchet avait modifié son testament en sa faveur peu avant sa mort. Elle a hérité d'une somme considérable qu'elle a ensuite utilisée pour lancer sa carrière d'influenceuse. » François ferma les yeux, comme pour mieux encaisser ces révélations. « Je ne la connaissais pas du tout. »« Peu de gens la connaissaient vraiment, » dit doucement Geneviève. « Elle s'est créée un personnage de toute pièce, la jeune femme parfaite, la belle-mère idéale. Une façade soigneusement construite. »« Et maintenant, » demanda Mathilde, « que va-t-il se passer ?» L'inspecteur referma son dossier. Elle est en garde à vue pour effraction, vol, tentative de fuite et, bien sûr, maltraitance sur mineur. Le procureur va certainement demander sa mise en examen. Avec les preuves que nous avons, je serais surpris qu'elle s'en sorte sans une peine de prison. Et pour Léa, la voix de François tremblait légèrement. Devra-t-elle témoigner? Nous ferons tout pour l'éviter. Les enregistrements, les photos et vos témoignages devraient suffire. Si un témoignage de Léa s'avérait nécessaire, il se ferait dans un cadre protégé, avec une psychologue spécialisée. En quittant le commissariat, ils se sentaient tous épuisés, mais soulagés. La menace immédiate était écartée. Camille ne pouvait plus faire de mal à Léa, mais les semaines qui suivirent leur rappelèrent que la bataille juridique ne faisait que commencer. L'équipe d'avocats engagée par Camille déploya une défense agressive. Ils tentèrent de faire invalider les enregistrements, arguant qu'ils avaient été obtenus illégalement. Ils présentèrent leur cliente comme une femme dépassée par ses responsabilités de belle-mère, victime d'un complot orchestré par une nounou jalouse et un mari distant. Sur les réseaux sociaux, la guerre d'opinion faisait rage. Si une partie du public se détournait de Camille, horrifié par les révélations, un noyau dur de fans continuait à la soutenir inconditionnellement, harcelant François et Mathilde en ligne et parfois même dans la rue. « Je ne comprends pas », soupira François un soir.
alors qu'il consultait les dernières nouvelles sur l'affaire. Comment peuvent-ils encore la défendre après tout ce qu'elle a fait? Les gens s'attachent à l'image qu'ils se font d'une personne, expliqua Mathilde. Admettre qu'ils se sont trompés est trop douloureux. Alors ils préfèrent nier l'évidence. À cette pression médiatique s'ajoutait celle, plus insidieuse, de Philippe. Le frère de François continuait à insister pour obtenir la garde temporaire de Léa, prétextant la protection de l'enfant face au tumulte médiatique. Il a même déposé une requête officielle auprès du juge des affaires familiales, annonça François, furieux, en rentrant d'un rendez-vous avec son avocat. Il prétend que je suis émotionnellement compromis et incapable de prendre des décisions dans l'intérêt de Léa. Votre frère a toujours été ambitieux, observa Geneviève, qui les avait généreusement hébergés ces dernières semaines. Et une affaire aussi médiatisée pourrait considérablement servir sa carrière. Je ne le laisserai pas utiliser ma fille comme un marchepied, gronda François. Mathilde, qui écoutait silencieusement, eut soudain une idée. Et si nous utilisions sa propre stratégie contre lui? Que veux-tu dire? Philippe base sa requête sur l'argument que Léa a besoin de stabilité, loin de tout ce cirque. Médiatique, n'est-ce pas? Mais toi seul ne peux pas lui offrir cette stabilité. Tu dois travailler, gérer l'entreprise, les procédures judiciaires. Où veux-tu en venir? Propose une garde partagée. Pas avec Philippe, mais avec moi. François la regarda, surpris. Toi? J'aime Léa comme ma propre fille. Je l'ai pratiquement élevée pendant 4 ans. Je suis stable, fiable, et elle me fait confiance. Avec Geneviève comme soutien occasionnel. Elle jeta un regard à la vieille dame qui acquiesça vigoureusement. Nous pourrions créer l'environnement sécurisant dont Léa a besoin pendant cette période difficile. François réfléchit un moment. Ce serait une solution idéale, mais Philippe va s'y opposer. Il dira que tu n'as aucun lien légal avec Léa. Alors, créons-en un. Mathilde prit une profonde inspiration. En France, il existe un statut de tiers digne de confiance dans le droit de la famille. Une personne sans lien de parenté peut se voir confier certaines responsabilités parentales si c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Comment sais-tu tout ça? Mathilde sourit légèrement. J'ai fait mes recherches. Disons que j'y pensais depuis un moment. Emma, la petite fille de Geneviève, confirma cette possibilité juridique et les aida à préparer leur dossier. Avec l'aide de l'avocat de François, ils déposèrent une contre-requête proposant ce dispositif de garde partagée. L'audience préliminaire fut fixée rapidement, le juge reconnaissant l'urgence de la situation. Dans la salle d'attente du tribunal, l'atmosphère était électrique. Philippe, impeccable dans son costume sur mesure, jetait des regards méprisants à Mathilde, qu'il considérait visiblement comme une intrigante. « Tu n'as aucune chance ?» lui murmura-t-il pendant une pause. « Le juge ne confiera jamais la garde d'un enfant à une étrangère sans formation. »« Je ne suis pas une étrangère pour Léa, » répondit calmement Mathilde. « Et contrairement à vous, je n'ai pas d'agenda caché. » À l'intérieur de la salle d'audience, le juge, une femme d'une 60aine d'années au regard perçant, écouta attentivement les arguments des deux parties. Philippe plaidait la stabilité familiale, l'éloignement nécessaire du tumulte médiatique, la protection de l'image de la famille Leroy. François, quant à lui, présenta leur proposition alternative. Une garde partagée avec Mathilde, permettant à Léa de rester dans un environnement familier, entourée de personnes qu'elle aimait et qui l'aimaient. Mademoiselle Bonnet a été la figure maternelle stable dans la vie de ma fille pendant 4 ans, expliqua-t-il. Quand sa propre mère est décédée, c'est Mathilde qui l'a consolée, qui a essuyé ses larmes, qui lui a appris à lasser ses chaussures et à écrire son nom. C'est elle que Léa appelle quand elle fait un cauchemar. C'est son visage qu'elle dessine quand on lui demande de représenter sa famille. Le juge se tourna vers Mathilde. « Mademoiselle Bonnet, êtes-vous prête à assumer cette responsabilité ? Ce ne sera pas facile étant donné les circonstances. » Mathilde soutint son regard. « Je suis prête, madame la juge. J'aime Léa comme si elle était ma propre fille. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la protéger et l'aider à surmonter ce traumatisme. Et vous, monsieur Leroy, continua le juge en se tournant vers Philippe, quel est exactement votre lien avec votre nièce? Combien de temps passez-vous avec elle habituellement? Philippe hésita. Je suis très occupé, bien sûr. Ma carrière exige beaucoup de mon temps. Mais je suis son oncle, son sang, et je peux lui offrir une stabilité financière, une éducation prestigieuse.
Mais pas votre présence, conclut le juge. Pas votre temps. Un silence éloquent suivit cette observation. Après une courte délibération, le juge rendit sa décision. La garde temporaire de Léa serait confiée conjointement à François et à Mathilde, avec Geneviève comme tiers de soutien occasionnel. Philippe se voyait accorder un droit de visite mensuel, s'il parvenait à trouver le temps dans son emploi du temps chargé. En quittant le tribunal, François serra Mathilde dans ses bras, submergé par l'émotion. « Merci pour tout », elle lui rendit son étreinte, sentant quelque chose s'épanouir entre eux, quelque chose de fragile encore, mais plein de promesses. Cette victoire fut suivie d'une autre. Lors d'une audience préliminaire, Camille se vit refuser la liberté sous caution, le juge estimant qu'elle présentait un risque de fuite trop important. Elle resterait en détention jusqu'à son procès. Pour la première fois depuis des mois, il pouvait respirer. Léa était en sécurité. Camille ne pouvait plus lui faire de mal. Qu'ensemble, François, Mathilde et Geneviève, ils formaient un rempart protecteur autour de la petite fille. Mais le chemin vers la guérison serait long. Léa faisait des cauchemars presque chaque nuit, se réveillant en hurlant, terrorisée à l'idée que Camille revienne. Elle avait développé une peur de l'eau, refusant catégoriquement de prendre un bain, se lavant en tremblant avec un gant de toilette. Et parfois, sans raison apparente, elle se mettait à marcher sur la pointe des pieds, comme pour ne pas faire de bruit, comme pour se rendre invisible. La psychologue pour enfants qu'il consultait régulièrement les avait prévenus. Ces séquelles pouvaient persister longtemps. La confiance de Léa avait été profondément ébranlée. Elle avait besoin de temps, de patience, et surtout de constance dans l'amour qu'on lui portait. Un soir, alors que Mathilde bordait Léa pour la nuit, la petite fille lui posa une question qui lui brisa le cœur. « Tati, est-ce que tu vas partir encore ?» Mathilde caressa doucement ses cheveux. « Non, ma puce. Cette fois, je reste. Je te le promets. » Même si papa trouve une nouvelle amoureuse, je serai toujours là pour toi. Léa la regarda de ses grands yeux graves. Camille a dit que personne ne m'aimait vraiment, que même toi tu m'avais abandonné. Jamais je ne t'ai abandonné, Léa, jamais. J'ai pensé à toi chaque jour, et je t'aime plus que tout au monde. La petite fille se blottit contre elle. Je t'aime aussi, Tati, plus grand que le ciel. Ce soir-là, Léa s'endormit paisiblement pour la première fois depuis des semaines, et Mathilde resta à son chevet, veillant sur son sommeil, gardienne silencieuse de ses rêves enfin apaisés. 3 mois s'écoulèrent avant l'ouverture du procès de Camille. 3 mois pendant lesquels la vie reprit lentement son cours. François, Mathilde et Léa s'installèrent dans une nouvelle maison, plus modeste que l'imposante demeure du 6e arrondissement, mais chaleureuse et lumineuse, avec un petit jardin où Léa pouvait jouer en sécurité. Geneviève venait souvent leur rendre visite, apportant des gâteaux faits maison et des histoires qui faisaient rire Léa. La petite fille l'appelait désormais « Mamie Geneviève », un titre que la vieille dame portait avec fierté. La cohabitation entre François et Mathilde s'était installée naturellement, presque comme si elle avait toujours été destinée à exister. Ils avaient trouvé un équilibre, une façon de partager les responsabilités parentales qui respectait la place de chacun dans la vie de Léa. Et si quelque chose de plus profond grandissait entre eux, ils prenaient leur temps, conscients de la fragilité de leur situation et de l'importance de mettre Léa au centre de leurs préoccupations. La rentrée scolaire de septembre fut un moment crucial. Léa intégrait une nouvelle école, loin des regards curieux et des questions indiscrètes qui avaient commencé à la suivre dans son ancien établissement. La directrice, informée de la situation, veilla à ce que la petite fille bénéficie d'une attention particulière, sans jamais la stigmatiser. Les premières semaines furent difficiles. Léa s'accrochait à Mathilde au moment des adieux, pleurant, suppliant de ne pas être laissée seule. Mais peu à peu, grâce à la patience de ses enseignants et à la présence constante de Mathilde et François, à la sortie de l'école, elle commença à s'adapter. Elle se fit même une amie, une petite fille nommée Clara, aussi timide qu'elle, mais dotée d'un rire contagieux qui rappelait à Léa comment être simplement une enfant. À la maison, les progrès étaient tout aussi visibles. Les cauchemars s'espaçaient. Léa acceptait maintenant de prendre un bain, à condition que la porte reste ouverte et que Mathilde ou François restent à portée de voix. Elle recommençait à dessiner, à chanter, à inventer des histoires, toutes ces petites choses que la peur lui avait volées. Mais l'approche du procès raviva les angoisses. Comment expliquer à une enfant de 5 ans qu'elle allait devoir revivre d'une certaine façon
les moments les plus terrifiants de sa jeune vie. La psychologue qui suivait Léa les guida dans cette délicate préparation. Léa ne témoignerait pas directement au tribunal. Le juge avait accordé qu'elle soit entendue en chambre, uniquement par la psychologue judiciaire. Mais elle devrait néanmoins raconter ce que Camille lui avait fait subir. L'important, expliqua la psychologue, c'est qu'elle comprenne que dire la vérité est la bonne chose à faire et que personne ne lui en voudra pour ça. Pas même Camille. Le jour de l'audition, Léa était pâle mais déterminée. Mathilde et François l'accompagnèrent jusqu'à la porte de la salle où l'attendait la psychologue judiciaire. « Tu te souviens de ce qu'on a dit ?» demanda doucement Mathilde en s'agenouillant à sa hauteur. « Tu dois juste raconter ce qui s'est passé, comme tu me l'as raconté à moi. Et après on ira manger une glace, d'accord ?» Léa hocha la tête. Puis, dans un murmure à peine audible, « Est-ce qu'elle sera là ?»« Camille ?»« Non, ma puce. Elle n'est pas là. Tu ne la reverras plus jamais si tu ne le veux pas. » La petite fille sembla rassurée. Elle serra fort la main de son père, puis celle de Mathilde, avant d'entrer dans la salle la tête haute. L'attente fut interminable. François faisait les 100 pas dans le couloir, incapable de rester en place. Mathilde, assise sur un banc inconfortable, essayait de se concentrer sur un magazine sans y parvenir. Quand enfin la porte s'ouvrit, ils se précipitèrent. La psychologue judiciaire avait un sourire rassurant. « Hélas, été très courageuse, » dit-elle simplement, et très claire. « Son témoignage sera précieux. » Léa sortit, l'air épuisé mais soulagé. François la souleva dans ses bras, la serrant contre lui. « Je suis si fier de toi, ma princesse. J'ai tout raconté, » murmura Léa. Comme promis. Ce soir-là, après avoir dégusté la plus grande glace que la petite fille ait jamais eue, ils rentrèrent à la maison, épuisés mais plus unis que jamais. Léa s'endormit rapidement, le sourire aux lèvres, son doudou préféré serré contre elle. François et Mathilde se retrouvèrent sur la terrasse, partageant un verre de vin dans le calme du soir. « Comment va-t-on lui expliquer le procès ?» demanda François. « Les médias vont en parler. Les autres enfants aussi, peut-être. » Avec honnêteté, répondit Mathilde, en termes simples, adaptés à son âge. En lui rappelant que tout ça, c'est pour s'assurer que Camille ne pourra plus jamais lui faire de mal, ni à elle, ni à d'autres enfants. François acquiesça, pensif. « Tu es extraordinaire, tu sais ça? La façon dont tu gères tout ça, dont tu prends soin de Léa, dont tu prends soin de nous deux. » Mathilde sourit doucement. « C'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. On prend soin d'eux. » Il la regarda longuement, puis lentement, comme pour lui laisser le temps de se dérober si elle le souhaitait, il se pencha vers elle et l'embrassa. Un baiser doux, presque timide, mais qui portait en lui la promesse de 1000 autres. Le procès s'ouvrit début décembre, alors que Lyon se parait de ses décorations de Noël. Le contraste était saisissant entre la féerie des rues illuminées et l'austérité du palais de justice, où se jouait le dernier acte de ce drame familial. La stratégie de défense de Camille reposait largement sur la victimisation. Elle se présentait comme une jeune femme dépassée par ses responsabilités de belle-mère, négligée par son mari et injustement diabolisée par une nounou jalouse. Elle pleurait à la barre, évoquant son enfance difficile, sa volonté sincère de créer une famille unie, ses erreurs de jugement qu'elle regrettait amèrement. Mais le procureur avait un dossier solide. Les photos de l'incident de la piscine, les enregistrements audio des menaces et insultes, les témoignages convergents de Mathilde, Geneviève, Martine et Elisabeth, la vidéo de surveillance montrant Camille s'introduisant chez Geneviève, et surtout, le rapport de la psychologue judiciaire transmettant les paroles de Léa, des paroles d'une clarté glaçante dans leur simplicité enfantine. Elle m'a dit que j'étais moche et bête et que personne ne m'aimait vraiment. Elle m'a poussé dans l'eau et a maintenu ma tête dessous jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Elle a dit que si je le racontais à papa, elle recommencerait et me laisserait plus longtemps sous l'eau la prochaine fois. L'expert médical confirma que les bleus photographiés sur les bras de Léa correspondaient bien à des marques de doigts adultes et non à des chutes accidentelles comme le prétendait Camille. Le psychiatre évoqua un possible trouble de la personnalité narcissique chez l'accusé, caractérisé par un besoin excessif d'admiration et une absence d'empathie. Le témoignage le plus difficile fut celui de François. Déchiré entre son devoir de protéger sa fille et la culpabilité écrasante de n'avoir rien vu, rien compris pendant des mois, il parla d'une voix brisée par l'émotion. « J'ai failli.
En tant que père, en tant qu'homme, j'ai fermé les yeux sur des signes qui auraient dû m'alerter. J'ai choisi de croire ma femme plutôt que ma fille, et la femme qui s'occupait d'elle avec tant d'amour. Cette erreur de jugement a failli coûter très cher à Léa. Je ne me le pardonnerai jamais complètement. Quand vint le tour de Mathilde, elle raconta simplement les faits, sans animosité apparente envers Camille, mais sans concession non plus. Elle décrivit les changements qu'elle avait observés chez Léa après l'arrivée de Camille dans sa vie. La régression, la peur, les bleus inexpliqués, puis son renvoi, sa lutte pour recueillir des preuves, sa détermination à protéger cet enfant qu'elle aimait comme la sienne. Ce n'était pas une vendetta personnelle contre Madame Leroy, conclut-elle. C'était un combat pour Léa, pour qu'elle puisse grandir en sécurité, entourée d'amour, comme tous les enfants le méritent. Le procès dura 2 semaines. 2 semaines d'émotions intenses, de révélations parfois sordides, de témoignages poignants. L'affaire avait attiré l'attention des médias nationaux, fascinés par cette histoire d'influenceuse à la double vie. Des articles analysaient la culture des apparences dans les réseaux sociaux, questionnant cette tendance à confondre filtres Instagram et réalité. Philippe, le frère de François, tenta une dernière manœuvre en proposant de témoigner en faveur de Camille, évoquant des circonstances atténuantes qu'il aurait observées. Mais cette tentative se retourna contre lui quand le procureur révéla qu'il avait tenté de soudoyer Martine pour qu'elle modifie son témoignage, une conversation enregistrée à l'insu de Philippe par l'ancienne gouvernante sur les conseils de Mathilde. Le verdict tomba un vendredi après-midi, alors que les premières neiges de l'hiver saupoudraient Lyon d'un voile immaculé. Camille fut reconnue coupable de maltraitance sur mineurs, d'effraction, de vol et de tentative de fuite. Elle écopait de 5 ans de prison, dont 3 fermes, et d'une interdiction définitive d'exercer toute profession en lien avec les enfants. Son divorce d'avec François était prononcé à ses torts exclusifs, et elle perdait tout droit sur les biens acquis pendant leur mariage. En quittant le tribunal, François, Mathilde et Geneviève ressentirent un mélange de soulagement et d'épuisement. La justice avait été rendue. Camille ne pourrait plus faire de mal à Léa, mais le chemin de la guérison ne faisait que commencer. Ce soir-là, ils ne parlèrent pas du procès à Léa. Ils l'emmenèrent simplement voir les illuminations de Noël sur la place Bellecour, où un immense sapin scintillant arrachait des cris émerveillés à la petite fille. Pour quelques heures, ils furent juste une famille ordinaire, partageant un moment de joie simple, comme des milliers d'autres autour d'eux. Le véritable tournant vint une semaine plus tard, lors d'une froide journée de décembre. Léa, qui dessinait tranquillement à la table de la cuisine, appela soudain Mathilde. « Tati, regarde ce que j'ai fait. » Sur la feuille, un dessin coloré représentait 3 personnages, se tenant par la main devant une maison, une petite fille au centre, un homme grand à gauche, une femme aux cheveux bruns à droite. « C'est nous, » expliqua fièrement Léa. « Toi, papa et moi. Notre famille. » Mathilde sentit son cœur se gonfler d'émotion. « C'est très beau, ma chérie. Est-ce que je peux t'appeler maman maintenant ?» demanda soudain Léa, levant vers elle un regard à la fois anxieux et plein d'espoir. Pas comme Camille voulait que je l'appelle. Pour de vrai. Prise au dépourvu, Mathilde s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Tu voudrais m'appeler maman ?» Léa hocha vigoureusement la tête. « Tu fais tout ce que font les mamans. Tu me fais des câlins quand je suis triste. Tu me racontes des histoires. Tu me protèges contre les monstres. Tu m'aimes. » Elle hésita. « Mais ma vraie maman ne sera pas fâchée, tu crois ?» Mathilde sentit les larmes lui monter aux yeux. « Non, ma puce. Je suis sûre que ta maman ne serait pas fâchée. Je crois qu'elle serait heureuse de savoir que quelqu'un d'autre t'aime autant qu'elle t'aimait. Alors je peux. Si c'est ce que tu veux, oui, tu peux m'appeler maman. » Léa eut un sourire radieux et se jeta dans ses bras. « Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie. » Plus que tout au monde. François, qui avait assisté silencieusement à cette scène depuis la porte de la cuisine, s'approcha, les yeux brillants d'émotion. Il s'agenouilla à côté d'elle, les enveloppant toutes les deux dans une étreinte protectrice. « On dirait que c'est officiel maintenant, » murmura-t-il à l'oreille de Mathilde. « Tu es sa mère. Tu l'as toujours été d'une certaine façon. » Quelques jours plus tard, François demanda officiellement à Mathilde de l'épouser, pas par convenance, pas pour Léa, mais parce que dans cette tempête qu'ils avaient traversée ensemble, ils avaient découvert l'un dans l'autre un amour profond, authentique, né d'une admiration et d'un respect mutuel. La cérémonie fut simple, intime, aux antipodes du mariage fastueux que François avait organisé avec Camille. Juste leurs proches,
dans le jardin de Geneviève décoré de lanternes et de fleurs sauvages.